Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le module numéro 3 de la formation Naturocycle, apprendre à accompagner l'aménorrhée. J'espère que le précédent module s'est bien déroulé de votre côté, que tout est bien clair, que vous avez pu faire votre feedback, que vous avez pu également remplir le quiz. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à garder votre question ou vos remarques précieusement pour les aborder lors de la prochaine session live dédiée aux questions-réponses et partage d'expérience. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, je teste un troisième format de partage, à savoir un PDF PowerPoint animé mais sans mon visage, avec un enregistrement qui se fait avec un micro, donc peut-être que, et j'imagine et j'espère que le son sera meilleur, et ça me permet également de faire l'enregistrement de manière indépendante de la connexion internet, ce qui peut, j'imagine, être de meilleure qualité. Donc vous me direz, le fait de varier les formats vous permettra aussi de vous de tester un petit peu le format qui vous scie le plus, ou peut-être que vous allez me dire qu'il y en a un qui vous déplaît totalement entre la session live imposée, la session replay mais enregistrée avec mon visage et donc avec une connexion internet, ou encore la formation, le format d'aujourd'hui où vous allez avoir un PowerPoint animé mais sans mon visage avec ma voix. Donc aujourd'hui, le module 3 va permettre de vous enseigner la manière d'accompagner votre cliente à retrouver un cycle naturel. Donc c'est un module qui va être très conséquent. Je vais vous l'enseigner, vous le partager en différentes parties et avec des enregistrements indépendants. Comme ça, vous pourrez vraiment découper l'enseignement et mieux digérer également les informations que je vais vous partager. Là, nous allons d'abord parler de la posture, mais juste un petit mot sur déjà avant, petit rituel, avant que je vous explique un peu mieux ce que va contenir ce module, je vous propose de faire un petit point sur vos attentes. Donc quand vous lisez cet intitulé de formation, à savoir comment accompagner ma cliente à retrouver un cycle, donc à sortir de son état d'aménorrhée, quelles sont les questions que vous vous posez, quelles sont les choses que vous attendez en fait, quelles sont les choses que vous attendez d'apprendre pour pouvoir répondre à cette problématique, à cette question. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo et comme d'habitude, prendre un petit stylo, feuille ou votre téléphone et puis marquer les questions ou les choses qui sont pour vous des éléments que vous vous attendez à voir et à prendre connaissance dans cette formation, dans ce module en tout cas, de manière à ce que je sache si ce que je vais proposer correspond à l'intitulé du module que j'ai choisi. Je vous laisse faire pause et maintenant, une fois que vous avez noté tout ça, on reprend. Donc le module du jour, en tout cas le module que l'on va commencer ensemble aujourd'hui, va permettre de découvrir encore l'aménorrhée, mieux comprendre ce trouble, ses impacts sur la santé, mais surtout on va vraiment rentrer dans l'accompagnement précis en fait que je propose en tout cas, bien sûr c'est issu de mon expérience en tant que femme ayant vécu un état d'aménorrhée pendant des années et en tant que praticienne qui accompagne des femmes aussi qui souffrent de ce trouble de cycle, et puis les différents échanges que j'ai pu également avoir avec d'autres personnes ou d'autres praticiens ou des livres que j'ai pu lire. Donc la première partie va être dédiée à la posture de l'accompagnant, à savoir vous. Quel état d'esprit adopter face à une femme souffrant d'aménorrhée? Comment on va réussir à accompagner le diagnostic de l'aménorrhée? Et également la posture très ovulation, donc vraiment adopter une posture centrée sur l'ovulation et non pas centrée sur le saignement. Voilà un petit peu le programme de cette première partie de module. La deuxième partie de module sera dédiée à la relation entre le poids et l'aménorrhée, mais cette deuxième partie-là sera enregistrée
juste sur une vidéo indépendante de manière à ce que vous puissiez vraiment digérer les informations. En effet, aujourd'hui, notamment le module du jour va vraiment, en tout cas la partie du jour va vraiment, voilà, je vais avoir pas mal d'informations, peut-être un peu chiffrées, etc. Donc, encore une fois, je le rappelle, nous sommes sur une version bêta. Donc, aussi bien le fond, mais surtout la forme, ne sont absolument pas finalisés. C'est-à-dire que là, même les supports que je vous présente, les schémas ne sont pas les schémas définitifs. Donc n'hésitez pas dans vos retours aussi à garder cette double lecture entre en gros l'élève entre guillemets qui apprend des informations et puis votre posture de potentiellement cliente de cette formation et donc quelles sont les choses qui sont compréhensibles, non incompréhensibles et puis en fonction aussi des informations que j'aurais pu vous partager aujourd'hui, quel est le format le plus adapté. Vous allez voir, je vais aussi vous présenter des chiffres. Finalement, est-ce que c'est plus simple de repartir avec un petit A4 de prise de décision avec des grands chiffres de dosage par exemple, des choses comme ça. Enfin voilà, tout ça pour dire que vraiment le PowerPoint du jour, comme ceux qui sont passés et ceux qui sont à venir, ne sont absolument pas définitifs. Donc n'hésitez pas à garder cet esprit critique en fonction de l'information que je vous transmets, à votre avis, quel est le format le plus adapté pour que aussi votre transmission, la transmission que je vous propose soit la plus digeste et pratico-pratique pour vous au quotidien auprès de vos clients et clientes. Voilà pour la partie introductive qui est déjà un petit peu longue. Mais on commence directement, donc la posture de l'accompagnant. Tout d'abord, quel état d'esprit adopter face à une femme qui souffre d'aménorrhée? Encore une fois, par rapport aussi à ce que j'ai dit sur le module précédent, c'est issu de mon expérience, c'est issu des différents échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes ou d'autres praticiens qui ont souffert ou qui ont aussi accompagné l'aménorrhée, en tout cas ce trouble du cycle, et puis c'est aussi issu de mes propres expériences d'accompagnante de femmes issues, qui ont souffert de ce trouble du cycle. Donc en fonction des causes identifiées, la posture, pour moi en tout cas du praticien, va être à adapter. Par exemple, s'il s'agit d'une aménorrhée hypothalamique qui est causée par un mal-être, par des carences nutritionnelles engendrées par un passif ou un présent de troubles du comportement alimentaire, ou une relation rigide avec l'alimentation, comme par exemple l'orthorexie, on ne parle pas forcément toujours d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, l'orthorexie à mon sens est déjà un trouble du comportement alimentaire, alors l'accompagnement ne doit pas être focalisé sur l'alimentation, à mon sens, au risque d'appuyer sur ce qui fait mal au lieu de soutenir. Alors je ne dis pas qu'il ne faudra pas se préoccuper de l'alimentation, surtout quand on est face à une personne qui a des carences nutritionnelles et qui a une relation, on va dire, malsaine avec son assiette, mais pour moi ça ne doit pas être la première clé d'entrée, ou en tout cas il ne faudra pas employer des mots qui feront comprendre à sa cliente que l'on va travailler uniquement sur l'alimentation. Voilà, donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important, qui est vraiment central. Il est important pour vous de visualiser et d'identifier les points de faiblesse, mais il n'est jamais très judicieux de gratter sur une plaie, si je dois me donner une image. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner la plaie, mais on va pas la nettoyer avec un chiffon et quelque chose un chiffon qui vient irriter encore plus. Donc voilà, il faut savoir travailler sur les deux plans. Par exemple aussi, une femme qui est privée de cycle et qui éprouve un désir profond de grossesse peut aussi se sentir coupable de ne pas voir ce projet aboutir. Donc c'est ce qu'on a aussi un petit peu, ce que j'ai un petit peu évoqué la fois précédente dans le module numéro 2. Et si une absence de menstruation est souvent l'indicateur d'un problème de santé sous-jacent,
elle peut en plus de ça être à l'origine d'un certain mal-être chez les personnes concernées, chez les femmes concernées. C'est le cas notamment des femmes qui n'arrivent pas à concevoir dans le cas d'un désir profond de grossesse. Donc quelques pistes de posture possibles qui fonctionnent pour ma part. 1. Comprendre. Essayer de vraiment de comprendre ce que la personne vit. Et comprendre, en fait, ça passe par ce que l'on fait en ce moment ensemble, notamment via le module numéro 2, quand on a vu un petit peu les différentes émotions par lesquelles peuvent passer les femmes souffrant d'aménorrhée, mieux comprendre, aujourd'hui aussi quel état d'esprit adopter en fonction aussi de la cause identifiée ou des causes identifiées de l'absence de cycle, mieux comprendre pour derrière aussi mieux agir. Partagez votre expérience. Si vous-même, vous avez souffert d'aménorrhée, si vous-même, vous avez déjà accompagné des femmes, si vous-même, vous avez déjà été au contact dans votre vie personnelle, voilà, si vous le pouvez, partagez votre expérience. Il ne s'agit pas de prendre la parole de manière prédominante lors d'un entretien avec votre cliente, parce qu'encore une fois, il faut être davantage dans l'écoute active, à mon sens, que dans le déballage d'informations, mais de par mon expérience, je me suis rendu compte que ces femmes qui vous apportent leur confiance en se dévoilant, parce que c'est quelque chose quand même qui est souvent très tabou, l'absence de cycle, elles sont souvent très ouvertes à l'écoute de votre propre expérience si vous en avez une. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de ne pas sans forcément partir dans le détail et omnubiler la conversation, mais de ne pas hésiter à partager sa propre expérience pour montrer aussi que vous comprenez vraiment ce que la personne peut vivre, et ça la met vraiment dans une ambiance de confiance, et elle va pouvoir encore plus s'ouvrir, et vous allez pouvoir potentiellement mettre le doigt sur des choses supplémentaires en termes d'informations qui pourront être cruciales plus tard. Et donc tout ça pour créer vraiment un climat d'empathie et de confiance avec votre cliente. Pour moi, c'est vraiment une priorité pour le praticien, pour amener sa cliente à l'acceptation des conseils qui vont bien au-delà de la nutrition. Alors ça pourrait être un petit peu bateau et vous dire c'est un peu l'accompagnement général d'un naturopathe ou d'une personne en médecine naturelle par exemple. Eh bien, peut-être, en tout cas moi c'est vrai que c'est un peu l'approche que j'essaie d'adopter de manière générale, mais d'autant plus chez les femmes qui souffrent de soucis de cycle, d'absence de cycle, et encore plus derrière quand il y a aussi une volonté de grossesse. Je trouve que c'est vraiment des choses très importantes, des points très importants sur lesquels il faut vraiment faire attention. Et aussi, cela doit bien entendu se faire de façon interdisciplinaire, avec leur médecin, leur gynécologue, leur sage-femme, voire leur psychologue et psychothérapeute si vous pensez qu'il y en a besoin. Si vous identifiez des aménorrhées chez des femmes très sportives, par exemple, l'écoute d'une professionnelle de sport peut également être un atout incontournable du travail entrepris entre vous deux. Donc vraiment, en fait, c'est quelque chose de très important aussi de pouvoir aider votre cliente à bien s'entourer. Donc une action possible, ce qui peut être important de faire à la suite de cette formation, c'est de vous créer un carnet d'adresses, de recommandations pour permettre d'unir vos forces et de renvoyer vos clientes vers des professionnels de confiance ayant la même connaissance et sensibilité que vous pour ce sujet. C'est aussi tout l'enjeu et l'ambition de NaturoCycle, de cet incubateur que j'aimerais bien créer, parce qu'au-delà de vous enseigner des informations, eh bien, c'est de créer tout un écosystème entre nous, et au fur et à mesure créer des carnets d'adresses. Et ça en fait c'est très important aussi de s'entourer de personnes qui ne sont pas uniquement des naturopathes par exemple, mais des naturopathes qui vont être spécialisés, ou en tout cas qui vont avoir une fibre un peu plus aboutie sur les soucis de cycle, comme par exemple aussi un acupuncteur ou un ostéopathe ou un psychologue. Les psychologues, les psychothérapeutes spécialisés en troubles du comportement alimentaire, c'est pas tout le monde. Donc d'avoir dans son carnet d'adresse quelques psychothérapeutes ou psychologues spécialisés dans les TCA, par exemple, ça peut être intéressant. Des sages-femmes qui sont par exemple, ou des gynécologues très ouvertes, par exemple au cycle naturel, sans contraception hormonale, ça peut être aussi très intéressant.
tous et toutes ne le font pas. Donc voilà, ça peut être vraiment très intéressant de créer ce carnet d'adresse de personnes en qui vous avez confiance et du coup vous pouvez vraiment tout à fait et en pleine et les yeux fermés renvoyer vos clientes par rapport à leurs soucis d'aménorrhée vers ces praticiens, médecins, thérapeutes qui sont eux aussi très sensibles à cette notion soit d'aménorrhée, soit de troubles du cycle ou de médecine naturelle par exemple. Maintenant, pour aider au diagnostic de l'aménorrhée de votre cliente, eh bien, on peut passer par plusieurs phases, plusieurs étapes pour connaître avec précision le niveau de l'aménorrhée. Alors pour ça, le médecin ou les médecins peuvent procéder à différentes choses. Vous, en tant que praticien, par exemple naturopathe, même si je sais que vous n'êtes pas toute naturopathe, mais même si vous êtes coach sportif pour les femmes, si vous êtes dans la médecine chinoise ou professeur de yoga, peu importe, c'est intéressant d'avoir quand même ça en tête, même si ce n'est pas vous qui allez concrètement réaliser ces étapes, mais c'est bien, je trouve, de les avoir en tête pour comprendre vraiment et pour aider en fait la cliente à elle-même à aller découvrir ces étapes, parce que clairement, si votre cliente eh bien, n'a jamais rencontré de médecin ou de sage-femme, de gynécologue vraiment spécialisé dans ce trouble et elle se sent un peu perdue et incomprise, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer comme vous, qui connaît, qui va lui conseiller, bah écoutez, est-ce que vous avez fait cet examen clinique, l'anamnèse gynécologique, est-ce que vous avez fait ce dosage hormonal? Et en fait, elle va se sentir rassurée, accompagnée et elle va, avec encore plus de motivation et de détermination, réaliser ces différents examens. Et en plus, si derrière vous allez jusqu'au bout en lui disant bah voilà, par exemple, les examens gynécologiques, on va faire ça, 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 c'est intéressant pour savoir vraiment de quel type d'aménorrhée vous souffrez. Et alors du coup, je peux vous recommander tel et tel gynécologue, sage-femme qui connaît très bien le sujet par exemple. Donc ça, c'est vraiment des points très très forts. Donc par exemple, alors l'anamnèse, ça va être une suite de questions comme on peut le faire en naturopathie. Donc c'est des questions-réponses que vous allez pouvoir déjà vous-même faire. Ensuite, il y a l'examen clinique, où souvent c'est plutôt effectivement, vous allez pouvoir faire certaines choses, on va voir ensemble ce que vous allez pouvoir faire, mais après c'est aussi le médecin ou le gynécologue qui va pouvoir le faire. Examen gynécologique comme par exemple l'appréciation de l'état des muqueuses, la visualisation du col et de la glaire cervicale. Un dosage plasmatique du bêta-HCG, qui est un test de grossesse, et puis les dosages hormonaux avec différentes hormones comme la LH, FSH, testostérone, prolactine, œstradiol, on va le voir un peu plus tard. Si je dois zoomer sur l'hormone justement bêta-HCG, qui est le fameux test de grossesse, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. L'hormone sécrétée par l'embryon, c'est l'hormone sécrétée par l'embryon dès le début de son développement, la bêta-HCG, soit aux environs du 9e jour de grossesse. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de le savoir, parce que des fois il y a des femmes qui souffrent d'aménorrhée qui ne se pensent pas enceintes parce qu'elles ont fait un test de bêta-HCG bien trop précoce. Elles se sont dit « Ah, j'ai pas mes règles depuis 1 ou 2 jours, paf, je fais un test, ah bah non, c'est négatif ». Mais parfois, il faut du temps, et il faut du temps pour que cette hormone soit sécrétée par l'embryon. Et bah forcément, si on fait le test trop tôt, on ne détecte pas cette hormone-là, et donc le test est négatif, alors que potentiellement la personne est enceinte. Donc c'est normal qu'elle soit en état d'aménorrhée. Cette hormone est produite au moment de la nidation, celle qu'on désigne également sous le terme de HCG, de l'anglais Human Chorionic Gonadotrophin, qui indique que l'embryon se fixe à la paroi utérine. Son action, c'est le maintien du corps jaune, qui est indispensable à la production de la progestérone, sans laquelle la nidation ne peut se faire. Et en fait, c'est aussi le temps que le placenta se forme et prenne le relais sur la production de progestérone, parce qu'au départ, il n'y a pas de placenta. C'est cette hormone que justement les biologistes recherchent au cours du test de grossesse, et le dosage bêta-HCG peut être effectué dans l'urine ou dans le sang. Ce qui est un peu plus précis, c'est dans le sang. Alors, qu'est-ce qu'une bêta positive? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ah bah j'ai eu un test bêta positif.
La bêta est positive lorsque le résultat du dosage du bêta-HCG révèle des valeurs supérieures à 5 UI par litre ou 5 milli-UI par millilitre. A contrario, on considère que la bêta est négative quand le résultat montre un taux de HCG bas avec des valeurs inférieures à 5 UI par litre ou 5 milli-UI par millilitre. Attention, le taux d'hormone chorionique, le taux d'hormone de bêta-HCG peut être très variable d'une patiente à une autre et même d'une grossesse à une autre. C'est pour ça qu'il est vraiment recommandé de prendre conseil auprès d'un spécialiste pour comprendre correctement si vous avez besoin vraiment d'approfondir ce sujet-là, si par exemple aussi la notion de fertilité vous intéresse. Et qu'est-ce qu'un faux négatif ? Un faux négatif, c'est lorsque le test de grossesse, le plus souvent un test de grossesse urinaire, affiche un résultat négatif, quand bien même la personne est enceinte. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce faux négatif s'explique dans la majorité des situations par une réalisation trop précoce du test de grossesse. Et dans ce cas, l'hormone bêta-HCG ne peut pas être détectée dans les urines. Parfois, le faux négatif peut trouver son origine dans le mode d'utilisation aussi du test. Donc des femmes qui ne savent pas, qui n'utilisent pas très bien. Donc le dosage bêta-HCG doit être effectué par les urines du matin et au fil de la journée, la dilution des urines fait baisser la concentration de l'hormone bêta-HCG, ce qui a pour effet de la rendre indétectable, indécelable. Donc quand vous mutualisez un test fait trop tôt dans la grossesse, donc avant le 9e jour, et couplé à un test qui ne se fait pas le matin, il peut y avoir fortement des faux négatifs et donc derrière des états d'aménorrhée qui sont à la base pensés pathologiques mais totalement physiologiques. Maintenant, si on passe à l'anamnèse spécifique pour aider à l'identification des causes racines. Donc ça, ce sont déjà des choses que vous pouvez vous-même faire, même si vous n'êtes pas médecin ou gynécologue ou sage-femme. Et puis si vous l'êtes, peut-être que vous pourrez compléter votre anamnèse. Par exemple, voici quelques questions. Les règles ont-elles déjà été présentes ? Ça permet de distinguer l'aménorrhée secondaire de l'aménorrhée primaire. Et si oui, quel était l'âge de votre cliente aux premières règles ? Ça m'énarche. Quelle a été la régularité des derniers cycles ? De quand datent les dernières règles normales. Également, la durée et l'importance des dernières menstruations. L'importance, l'abondance. Si les règles étaient accompagnées d'une gêne importante, ce qui peut être le signe par exemple d'anomalies structurelles. Est-ce que la cliente présente une sensibilité mammaire ou des changements d'humeur cycliques ? Très important. Lorsque cette personne a atteint un stade de croissance de développement, y compris à l'âge de la télarche, développement des seins à la puberté. Donc quand est-ce que la femme a atteint cet âge de croissance, de développement des caractères sexuels secondaires ? Ça peut aussi montrer l'arrivée ou peut-être un manque de certaines hormones. Donc ces différentes questions en fait qui sont souvent axées sur, sauf la première question qui est plutôt pour déceler une aménorrhée secondaire et une aménorrhée primaire. Ensuite les questions, faut bien essayer de revenir sur les derniers cycles pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Et si possible revenir sur plusieurs cycles, pas uniquement le dernier, mais avant l'état d'aménorrhée, le dernier cycle, l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier et peut-être même sur 3, 4, 5 cycles. Si la cliente a noté et a suivi ces cycles au préalable, auparavant, généralement, malheureusement, c'est pas toujours le cas parce que souvent ces femmes ne comprennent pas, ne connaissent pas vraiment en fait comment fonctionne un cycle et ne le suivent pas réellement. Mais ça vaut toujours le coup de demander parce que parfois vous pouvez avoir des clientes qui suivaient leur cycle et donc c'est une aide précieuse de pouvoir remonter à 3, 4, 5 cycles avant l'état d'aménorrhée pour essayer de comprendre aussi l'évolution. Quels ont été les différents symptômes, l'abondance, les régularités, comme ça vous allez pouvoir retracer un petit peu le chemin qui a mené jusqu'à l'état d'aménorrhée pour comprendre un peu. Bien entendu,
Ces questions-là doivent être complétées par aussi des questions d'ordre plus générique d'hygiène de vie, l'alimentation, la relation avec l'alimentation, pour essayer de déceler d'éventuelles carences nutritionnelles, par exemple, sans forcément analyser l'alimentation, mais essayer voilà, comment vous, quel type d'aliments vous consommez, est-ce que vous avez des aliments que vous ne consommez absolument pas, pour quelles raisons, des intolérances, parce que les intolérances ou des allergies ou des personnes qui digèrent mal quelque chose, potentiellement vont arrêter de les consommer, alors que bon, c'est pas forcément la bonne solution, et donc vont créer des carences au fur et à mesure. Quel type de compléments, bien sûr, de médicaments elles prennent, on va le voir aussi un peu plus tard. Quoi d'autre ? Oui, l'hygiène émotionnelle, donc ça va être plus des questions de l'ordre du contexte de vie personnel, professionnel, social, pour essayer de déceler des équilibres plutôt émotionnels, un éventuel stress, excès de cortisol par exemple, un désalignement dans sa vie. Moi j'ai une cliente par exemple alors c'est pas vraiment une cliente, c'est une personne que je connais, avec laquelle je partage beaucoup, enfin on partage mutuellement des choses, et en fait ça fait des années, donc ça fait plus de 10 ans qu'elle est en état d'aménorrhée, et ça fait aussi des années qu'elle a vraiment pris conscience de son état, qu'elle souhaite vraiment se mettre en mouvement, et qu'elle met en place des évolutions dans sa vie, d'ordre alimentaire, d'ordre sportif, etc. Et pour autant, ces règles ne sont toujours pas revenues. Et la dernière discussion qu'on a eue ensemble, portait beaucoup plus sur le contexte de vie professionnel / personnel. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait encore quelque chose qui coinçait dans sa vie. Et en fait, ça joue beaucoup en fait. On se rend pas compte, mais ça joue pour énormément le fait d'être sur un déséquilibre, un désalignement profond entre qui on voudrait être, qui on voudrait incarner, ce que l'on voudrait vivre et ce que l'on fait vraiment. Et pour certaines femmes, ça peut paraître ridicule, anodin, et pour d'autres c'est énorme. Et c'est des fois la dernière clé à enclencher. Donc aussi les questions autour du contexte de vie, des volontés de vie, ça fait partie aussi des questions très importantes, en plus de celles que j'ai mentionnées là. Celles que j'ai mentionnées là, que vous voyez présentes à l'écran, ce sont vraiment des questions très spécifiques, disons. Après, il ne faut pas omettre les autres types de questions qui sont là pour mieux comprendre votre cliente et qui vont faire partie également du diagnostic de l'aménorrhée. Ensuite, on peut faire une revue des systèmes qui doit rechercher d'éventuels symptômes qui évoquent de possibles causes, comme par exemple des troubles hypophysaires. Notamment, est-ce qu'il y a la galactorrhée? Donc je ne vais pas revenir sur l'hypophyse et l'impact de l'hypophyse sur l'anamnèse, c'est ce qu'on a vu dans le précédent module, donc c'est quelque chose qui vous est un peu encore complexe, n'hésitez pas à revenir sur le module précédent. Je vous ai juste remis un schéma pour que vous compreniez l'importance de l'hypophyse et de l'hypothalamus sur plein de choses dans notre corps, y compris notre cycle. Mais les symptômes particuliers à venir éventuellement identifier, c'est une éventuelle présence de galactorrhée, donc d'écoulement de lait, des céphalées, une perte auditive, des anomalies de champ visuel par exemple. Ces différents symptômes, plus ou moins intenses, doivent mettre la puce à l'oreille quant à un trouble hypophysaire. Si vous décelez ça, c'est important de le dire à la personne, pas lui dire vous avez un trouble hypophysaire, pas du tout, mais lui dire est-ce que votre médecin vous a déjà parlé de l'hypophyse, de l'impact, est-ce que vous avez déjà fait des examens sur une IRM par exemple, une IRM hypothalamo-hypophysaire, voilà, des petites questions qui vont en fait, certes vous n'allez pas pouvoir lui prescrire ces examens, mais ne serait-ce que la mettre au courant que ça peut jouer et que ça peut être une clé de compréhension, c'est votre rôle à mon sens. En tout cas, c'est mon rôle et je sais que ça a fait beaucoup de différence sur certaines clientes. Ensuite, il y a également les troubles l'anamnèse liée aux troubles thyroïdiens. Dans ces cas-là, par exemple, les symptômes que vous allez pouvoir éventuellement déceler, c'est une fatigue chronique, une léthargie, un état dépressif, une prise de poids, une intolérance au froid. Donc par exemple, la fatigue, la prise de poids, l'intolérance au froid, ça va être plutôt une hypothyroïdie. Mais éventuellement des palpitations, de la nervosité, des tremblements ou une intolérance à la chaleur. Là, c'est plutôt lié à une hyperthyroïdie.
Donc encore une fois, pareil, l'impact de la thyroïde sur le cycle, je l'ai déjà expliqué dans le précédent module, donc je ne vais pas passer trop de temps ici, sinon après ça va faire un module très 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 long, mais n'hésitez pas à revenir sur le module précédent si vous avez besoin. Et d'autres choses que vous pouvez éventuellement regarder, eh bien c'est est-ce qu'il y a des palpitations qui pourraient être le signe de carence en magnésium ou en potassium. Et donc là, potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas un trouble du comportement alimentaire ou des pathologies digestives? Est-ce qu'il y a de l'acné, de l'hirsutisme, une voix plus grave, potentiellement signe d'un excès d'androgène? Est-ce qu'il n'y aurait pas un SOPK quelque part? Des bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, troubles du sommeil, fracture de fragilité, diminution de la libido. Est-ce qu'il n'y aurait pas une carence en œstrogène par exemple? Du coup, si carence en œstrogène, est-ce qu'il n'y a pas un trouble du comportement alimentaire, une insuffisance ovarienne, un stress possible? Ensuite, vous avez aussi tout ce qui va être les pathologies liées au stress. Stress physique, psychologique. Donc stress physique, par exemple, des nouveaux médicaments, une modification récente du poids, une grosse prise de poids, une grosse perte de poids, une modification de l'alimentation et ou de l'intensité des activités sportives réalisées, des antécédents de troubles du comportement alimentaire. Parce que voilà, beaucoup de femmes sont plus susceptibles d'admettre un épisode passé qu'une histoire actuelle. Et c'est important d'essayer de questionner en ce sens. Tout ça peut être le signe éventuellement d'une anovulation fonctionnelle hypothalamique, qu'on pourrait aussi appeler aménorrhée hypothalamique, qui induit une absence d'ovulation. Est-ce qu'il n'y a pas eu, notamment pour les femmes qui présentent une aménorrhée secondaire, un syndrome d'Asherman, une dilatation du curetage, ablation d'endomètre par exemple, chirurgie de l'utérus, voilà, qui pourrait vraiment mettre le doigt sur un éventuel syndrome d'Asherman, qui doit ensuite être diagnostiqué, validé par une échographie pelvienne, notamment IRM auprès de gynécologues spécialisés. Et ensuite, tout ce qui va être autour de l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est équilibrée? Est-ce qu'il n'y a pas d'éventuelle indigestion, de nombreuses intolérances ou aliments dits interdits qui pourraient amener à des affaiblissements des réserves nutritionnelles, une mauvaise assimilation ou une mauvaise assimilation? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie digestive qui se cache derrière, comme le syndrome de l'intestin irritable, une maladie de cœliaque, une maladie de Crohn par exemple? Alors, quel est le lien entre la digestion et l'aménorrhée? Tout simplement parce que je pense que vous le savez, ou même si vous ne le savez pas, on va le voir ensemble très rapidement, mais la paroi, c'est au niveau des intestins, notamment de l'intestin, du gros intestin, que se fait un maximum, et l'intestin grêle, un maximum d'assimilation, de transmission de tous les nutriments et les vitamines que nous consommons, se transmet à notre sang et à nos cellules au niveau de la paroi intestinale. Une grosse partie, pas tout, mais une grosse partie. Et si cette paroi intestinale est inflammée, si elle est dite poreuse, elle va laisser passer également des toxines. Mais aussi, dans l'autre sens, elle ne laissera pas passer, en tout cas, elle va affaiblir la bonne assimilation de tous les bienfaits de ce que l'on va avaler, boire et respirer. Donc, en gros, on se prive de tout ce qui est bien et on fait un excès de tout ce qui n'est pas bien. Donc en fait c'est comme ça que se creusent les réserves, les carences nutritionnelles et qui peuvent engendrer derrière effectivement des problèmes, des maladies chroniques de l'intestin, mais du coup toutes les autres conséquences, de la fatigue, de l'épuisement, une fatigue des autres émonctoires et puis des états d'aménorrhée si c'est poussé sur du long terme. Donc l'analyse, ou en tout cas prendre le temps de bien étudier le processus de digestion de sa cliente, c'est aussi important et ce n'est pas parce qu'on parle d'ovaires qu'on ne doit pas regarder les intestins. Aussi, je le rappelle, nous avons différentes flores microbiennes dans notre corps, dont la flore vaginale et la flore intestinale, qui sont très importantes dans l'équilibre global de notre organisme. Et la flore vaginale et la flore intestinale sont géographiquement assez proches, donc elles sont très interdépendantes. Voilà, donc il faut aussi garder ça en tête que beaucoup de troubles du cycle ou de pathologies au niveau aussi par exemple de mycose, etc.,
eh bien, sont impactés par un déséquilibre de la flore intestinale. Et s'il y a déséquilibre de la flore intestinale, il peut fortement avoir un déséquilibre de la flore vaginale et à contrario, s'il y a déséquilibre de la flore vaginale, il peut y avoir de manière assez probable un déséquilibre de la flore intestinale. Donc voilà, c'est aussi très important de garder ça en tête. Pas omettre la flore intestinale et les processus digestifs. Petit zoom sur l'aménorrhée primaire dont on entend un peu moins parler, mais qui touche aussi quelques femmes. Là, vous pouvez apprécier le stade de développement mammaire grâce à la classification de Tanner et la pilosité, ce qui permet d'évaluer s'il n'y a pas effectivement un retardement du développement et qui pourrait forcément expliquer derrière l'absence de règles. Donc là, le test de Tanner, c'est une classification reconnue que vous avez sous forme de 5 stades, sachant que les stades 1 et 2, 1, 2, il y a forte chance qu'il n'y ait pas de cycle, en tout cas pas assez d'hormones pour engendrer un cycle hormonal. Donc n'hésitez pas à creuser ça, sachant que l'aménorrhée primaire, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on rencontre moins, mais qui existe pour autant. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast de la playlist No Cycle qui est sorti très récemment de Gabrielle, une jeune femme qui a partagé son histoire d'aménorrhée primaire et qui a réussi à déclencher du coup son cycle parce qu'elle n'avait jamais eu de cycle. Ensuite, passons à l'anamnèse médicamenteuse. Donc l'anamnèse médicamenteuse, c'est en gros poser des questions sur les différents médicaments et compléments alimentaires que votre cliente peut consommer en ce moment ou sur le dernier mois. Elle doit comprendre des questions spécifiques concernant la prise de médicaments, comme par exemple les médicaments qui affectent la dopamine, antihypertenseurs, antipsychotiques, antidépresseurs tricycliques. Les médicaments également de chimiothérapie anticancéreuse comme les médicaments alkylants, alors je vais vous en citer quelques-uns, bendamustine, cyclophosphamide, j'essaie de le faire lentement pour que vous puissiez noter, ifosfamide, busulfan, chlorambucil. Sont des médicaments en fait qui servent à accompagner la chimiothérapie anticancéreuse et qui peuvent fortement influer sur le cycle. Également la prise d'hormones sexuelles qui peuvent causer une virilisation, comme par exemple des androgènes, des œstrogènes, des progestatifs à dose élevée, des stéroïdes anabolisants qui sont en vente libre, les contraceptifs bien entendu, les corticostéroïdes systémiques et également des produits et des suppléments qui sont en vente libre dont certains contiennent des hormones bovines ou qui vont interagir avec d'autres médicaments. Et l'abus de substances aussi de type drogue qui peuvent influer sur le système nerveux, donc le cycle hormonal. Les antécédents aussi familiaux peuvent être intéressants également puisque, par exemple, un stade d'aménorrhée primaire, une aménorrhée primaire peut remonter aussi à la maman. Donc ça peut être intéressant de savoir à quel âge sa maman, la maman de notre cliente, a eu ses premiers cycles, si elle le sait. Ça permet également d'identifier d'éventuelles anomalies génétiques. Maintenant, on va arriver sur la partie un peu plus numérique. Donc là, gardez bien effectivement en tête la notion que j'ai dit tout à l'heure sur le format n'est absolument pas définitif. Comme ça, vous pourrez me dire aussi ce qui serait le plus intéressant d'avoir pour vous aider au quotidien. Concernant les examens biologiques que vous pouvez non pas prescrire parce que vous ne le pourrez pas si vous êtes naturopathe par exemple, encore une fois, ça dépend après de quelle profession vous faites, mais en tout cas que vous pouvez fortement conseiller, préconiser à votre cliente. Concernant la thyroïde, si vous suspectez quelques symptômes, vous pouvez préconiser une mesure de la TSH.
également une mesure... alors la TSH, c'est le meilleur moyen de déterminer le dysfonctionnement thyroïdien. On peut également mesurer la thyroxine, la T4 libre, et aussi la T3. Également la TBG et enfin les anticorps contre la peroxydase thyroïdienne qui sont des anticorps sont présents chez presque tous les patients qui sont atteints de thyroïdite d'Hashimoto, donc la maladie d'Hashimoto. Donc si ces anticorps sont présents, potentiellement la personne souffre d'Hashimoto, ce qui pourrait fortement expliquer un dérèglement de son cycle. Donc TSH, T4, T3, TBG et anticorps contre la peroxydase thyroïdienne. Alors, grosso modo, c'est sûr que je sais qu'en laboratoire, les médecins préfèrent aller étape par étape. Ils vont d'abord mesurer la TSH, et si la TSH c'est bon, alors ils vont mesurer autre chose. Ou si c'est pas bon, enfin si c'est bon, ils vont pas aller plus loin pour explorer. Si c'est bon, si c'est pas... Pardon, je reprends. Si c'est bon, ils ne vont pas aller plus loin pour explorer. Si c'est pas bon, ils vont commencer à explorer. Alors, moi, je suis pour et contre cette méthode-là parce que finalement, les examens biologiques qu'on voit là sont utiles, mais c'est très compliqué aussi de complètement valider des choses rien qu'avec ces examens-là. C'est pour ça que votre approche à vous est ultra complémentaire, enfin en tout cas l'approche holistique avec toute l'analyse aussi qu'il y a autour, l'analyse de la personne, de sa vie, de son émotionnel est très importante parce que des chiffres, ça ne veut rien dire. Et généralement, un médecin et un gynécologue, encore une fois, généralement aussi par manque de temps, vont rester sur l'analyse du chiffre sans le contexte. Et donc, une TSH qui revient normale, alors que derrière, il y a plein de symptômes possibles, vus, identifiés chez la cliente, mais la TSH revient normale, il y a quand même une question et des choses à creuser tout de même. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on a toutes des seuils qui nous sont individuels. Et les seuils de laboratoire, non seulement ils sont déjà différents en fonction des laboratoires, mais en plus ils représentent une gaussienne. Et parfois, la normalité d'une gaussienne n'est pas notre normalité à nous. Donc voilà, c'est toujours important de garder aussi l'analyse, la prise en considération du contexte. Et c'est aussi pour ça que c'est très important, je trouve, de se construire un canal d'adresse de thérapeutes, de médecins et de praticiens qui sont sensibles, tout comme vous l'êtes, à la santé de la femme et pourquoi pas aux troubles de l'aménorrhée, de manière aussi à ce que leur analyse soit très fine, autant que les vôtres. Ensuite, en termes de dosage hormonal, ce qui va être possiblement intéressant de doser, c'est la DHEA. Et je vous ai mis là quelques références dites normales d'hormones. Encore une fois, comme je viens de le dire, normal à prendre entre guillemets. DHEA, FSH, LH, la prolactine, pour notamment voir s'il n'y a pas une hyperprolactinémie, la testostérone, la leptine, donc la leptine, on va voir un peu plus tard le rôle de la leptine, mais on en a parlé un petit peu dans le module numéro 2, les oestradiol ou œstrogènes, la progestérone et le cortisol, la cortisolémie. Alors, bien que ces valeurs soient représentatives, les plages normales peuvent varier en fonction des laboratoires, je le redis. Par exemple, une prolactine entre 50 et 100 nanogrammes par millilitre est considérée comme légèrement élevée et est généralement due à la prise d'un médicament. Une prolactine supérieure à 100 nanogrammes par millilitre est considérée comme élevée et est plus susceptible d'être due à une tumeur, par exemple. Donc là, l'IRM derrière, hypothalamique, hypophysaire, est obligatoire, j'ai envie de dire. Au niveau du cortisol, je vous ai remis ici quelques valeurs que je vous avais aussi partagées lors du précédent module. Voilà. Donc attention au cortisol à bien l'analyser en fonction de l'heure du prélèvement puisque le cortisol est une hormone qui évolue et qui varie en fonction de l'heure de la journée puisque c'est une hormone qui est dépendante du cycle circadien. Ici, donc, on reprend un petit peu les différentes possibilités, un petit résumé. Si on considère, s'il n'y a pas d'aménorrhée primaire et que donc notre cliente souffre d'une aménorrhée secondaire, on va commencer par faire un dosage de bêta-HCG, un test de grossesse. S'il est positif,
et bien du coup on a expliqué l'état d'aménorrhée qui est complètement physiologique. Si il revient négatif, attention, bien insister sur les conditions du dosage et à quelle date par rapport au dernier rapport sexuel et à une éventuelle ovulation identifiée, mais d'abord surtout par rapport au dernier rapport sexuel. Donc c'est important derrière de refaire éventuellement un dosage si on considère qu'il y a un doute, qu'il y a peut-être un faux négatif. Si on est sûr que ce soit négatif, dans ce cas, on va éventuellement préconiser des dosages hormonaux de type FSH, LH, prolactine, œstradiol et testostérone. En parallèle, bien entendu, de l'anamnèse des différentes questions sur les cycles, les derniers cycles, comme on l'a vu tout à l'heure, et tout le contexte alimentaire, émotionnel, etc. Si de ces dosages hormonaux, qui peuvent être complétés éventuellement par des dosages de thyroïde, si on considère qu'il y a aussi des symptômes thyroïdiens, eh bien, si de ces dosages hormonaux reviennent une FSH élevée et une estradiol basse, dans ce cas, on peut éventuellement préconiser à la personne de creuser la piste de l'insuffisance ovarienne précoce. Donc là, c'est potentiellement la rediriger vers des gynécologues, des sages-femmes, en insistant sur ce point-là de recherche. Et pourquoi pas les arguments qui vont avec. Si la FSH et la LH, les deux sont basses, et les œstradiols, donc œstrogènes également, dans ce cas, potentiellement, il y a une insuffisance gonadotrope, donc au niveau du cerveau. Et là, on va essayer de préconiser l'IRM hypophysaire pour essayer de déceler soit une tumeur hypothalamo-hypophysaire, soit, si ça revient normal, dans ce cas, potentiellement, recreuser tout ce qui va être alimentation, hygiène alimentaire, émotionnelle également. Si de ces dosages hormonaux reviennent des taux de prolactine élevés, donc une hyperprolactinémie, dans ce cas, on va voir s'il n'y a pas un éventuel médicament qui est pris ou qui a été pris qui influence la prolactine. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, on fait une IRM hypophysaire et on va pour essayer d'identifier s'il n'y a pas une éventuelle tumeur qui comprime la tige d'infiltration et donc un adénome à la prolactine qui pourrait expliquer cette hyperprolactinémie. Et si de ces dosages hormonaux reviennent une œstradiol, donc des œstrogènes normales, FSH normales et testostérone élevée, dans ce cas, on réalise une échographie, on fait éventuellement des tests de progestérone pour vraiment, mais sous l'échographie et l'analyse également éventuellement d'acné, d'hirsutisme, pour essayer de creuser la piste du SOPK. Donc voilà un petit peu les différentes prises de décision possibles en fonction de ce que vous allez vous aussi pouvoir déceler de l'histoire de la personne, de votre cliente, de l'anamnèse que vous allez réaliser et en fonction aussi des différents retours de dosage que vous allez pouvoir lui conseiller, qu'elle va pouvoir réaliser et ensuite effectivement mettre en place derrière tout un accompagnement régulier entre vous et les différents médecins parce que vous êtes tous et on est tous complémentaires. Au niveau, pour revenir sur les dosages hormonaux, aussi attention encore une fois à la difficulté d'interprétation. Plus on s'approche des extrémités des valeurs de référence, plus il est probable qu'il y ait un déséquilibre hormonal. Ça c'est vrai. Cependant, environ 5% des individus se trouvent naturellement en dehors des repères sans que leur état ne soit pathologique. Autrement dit, un mauvais résultat n'indique pas toujours un problème. Les valeurs considérées comme normales sont comprises parfois dans une fourchette très très large. C'est notamment le cas de l'œstradiol. On passe parfois du simple à une valeur presque 20 fois supérieure dans la phase folliculaire. Or, quand l'intervalle est important, être dans les normes ne renseigne pas forcément du taux optimal pour soi. Il faut donc le remplacer dans le contexte et la globalité de la personne, comme je l'ai dit. Donc, pour résumer, un mauvais résultat n'indique pas forcément toujours un problème, mais un bon résultat n'indique pas forcément non plus qu'il y a une bonne santé. Donc, je ne dis pas que les dosages hormonaux ne servent à rien. Pour moi, ils sont juste indispensables et complémentaires à l'analyse du contexte de la personne. Et en fait, généralement, c'est ça qui manque. C'est que les personnes, les praticiens des accompagnements en médecine naturelle
vont beaucoup s'attarder sur le contexte. Moins les gynécologues et les médecins aussi par manque de temps. Mais eux, pour le coup, ils ont la capacité, et voire même plus de connaissances pour réaliser les dosages. Or, les praticiens en médecine naturelle ont moins ces compétences et n'ont pas la possibilité légale de prescrire des bilans. C'est pour ça qu'il y a une vraie complémentarité à avoir entre les différents médecins et accompagnants. Je ne le dirai jamais assez. Ensuite, après l'examen biologique, ou en même temps, pas forcément après, on peut également réaliser des examens nutritionnels. À savoir, ces examens nutritionnels peuvent être de plusieurs sortes, complémentaires également. Soit on demande, encore une fois, à la cliente de réaliser des dosages de ces différentes vitamines et minéraux que je vous ai indiqués sur l'écran. Et en parallèle, vous pouvez également analyser l'alimentation de manière à voir s'il n'y aurait pas d'éventuelles carences. Donc alimentation plus éventuellement pathologie digestive pourrait vous mettre sur la piste d'une éventuelle carence en vitamine D ou en magnésium ou un bilan lipidique insuffisant par exemple. Dans ce cas, est-ce que le dosage est vraiment nécessaire? Si vous êtes relativement sûr de vous, non. C'est pas la peine de rajouter une dose, une couche sur des prises de sang. Mais parfois, certaines choses, comme le fer par exemple, ça peut être intéressant de le doser avant de complémenter. Il y a aussi le magnésium par exemple, vitamine B12. Voilà, ce sont des choses, toutes les vitamines que je vous ai mises et minéraux sont toutes indispensables au cycle, au bon fonctionnement du cycle, interviennent beaucoup également dans des états d'aménorrhée. En général, il y a pas mal de déséquilibres, soit excès, soit insuffisance dans les états d'aménorrhée. Mais l'examen nutritionnel peut se faire soit par finalement l'anamnèse, soit par le dosage sanguin, soit les deux de manière complémentaire. Voilà. Petit zoom sur la vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble, donc elle se solubilifie dans le gras. La source alimentaire est relativement faible, hormis l'huile de foie de morue, en gros. Et la conversion du cholestérol par la peau se fait après l'exposition au soleil. Quel est le rôle de la vitamine D? Notamment, elle rentre dans le métabolisme du calcium, mais aussi, en quoi c'est nécessaire pour le cycle, elle est associée à la stéroïdogénèse, à savoir le développement de certaines hormones sexuelles. Notamment, intervient énormément dans le développement folliculaire, donc la deuxième phase du cycle, la phase pré-ovulatoire. Les troubles liés à la carence, donc qu'on appelle ça une hypovitaminose D, elle est présente environ chez 80 à 90% de la population, et notamment elle a une présence chez 35% des femmes qui ont une dysovulation, en diminuant la sécrétion d'œstrogènes et d'androgènes et en amenant aussi à une insuffisance lutéale. Bref, vous voyez que la vitamine D, finalement, elle est aussi indispensable au cycle. Comment on la diagnostique, cette insuffisance? On peut soit, si on considère que la personne n'a pas de source alimentaire du tout de vitamine D ou qu'elle ne s'expose jamais au soleil, qu'elle reste toujours cloîtrée à l'intérieur, il y a de fortes chances qu'elle soit en carence. On peut ensuite éventuellement valider cette piste-là avec des dosages hormonaux. Donc le taux optimal serait de supérieur à 75 nanogrammes par millilitre. Et entre 20 et 30 nanogrammes par millilitre, il y a vraiment une insuffisance. Et entre 10 et 20 nanogrammes par millilitre, il y a un déficit. Et en dessous de 10 nanogrammes par millilitre, il y a une vraie carence. Donc idéalement, on recherche supérieur à 75. Le taux normal est supérieur à 30. Et ensuite, quand on descend les 30, là, il faut quand même bien s'inquiéter. Au niveau des examens cliniques, ensuite, on finit cette partie par l'examen clinique. Ils peuvent se faire de manière binaire, donc il y a l'examen morphologique et l'examen gynécologique. Dans l'examen morphologique, on va regarder la taille et le poids qui peuvent aider à calculer l'IMC, l'indice de masse corporelle. Gros warning, ça ne suffit amplement pas, on le verra un peu plus tard, mais ça peut donner une idée. On va également pouvoir regarder les caractères sexuels secondaires qui vont être évalués, savoir le stade du développement mammaire, l'éventuel poil pubien,
avec la fameuse méthode de Tanner, et si les pilosités axillaires et pubiennes sont présentes. Alors ça, vous allez pouvoir le faire vous ou éventuellement demander à la personne si elle s'en est déjà préoccupée, quel est son état de pilosité, etc. On peut également regarder s'il n'y a pas une sécrétion de lait, par exemple, pour la fameuse galactorée. On va également regarder s'il n'y a pas une hypothermie, une hypotension, alors c'est plus le médecin qui va regarder ça, ou une réduction de la masse graisseuse sous-cutanée, qui vont suggérer éventuellement une anorexie mentale ou un autre type de trouble du comportement alimentaire. Ça, vous pouvez éventuellement le faire vous encore une fois ou juste creuser avec la personne, votre cliente, si ce sont des choses qu'elle a déjà fait faire ou fait avec d'autres médecins. Également, vous pouvez regarder s'il n'y a pas des modifications subtiles de la main avec des callosités sur le dos de la main qui sont souvent dues à des vomissements fréquents et qui vont peut-être suggérer d'une éventuelle boulimie. L'excès de sport aussi, bien entendu, l'excès de sport, quelle est l'activité sportive. Et ensuite, au niveau des examens gynécologiques que vous allez pouvoir éventuellement conseiller, si ce n'est pas déjà fait, ça va être les examens pelviens qui vont être effectués pour détecter des anomalies génitales anatomiques, par exemple une imperforation de l'hymen ou encore une aplasie vaginale, utérine ou cervicale. L'examen clinique vulvaire et pelvien permet également de juger si l'imprégnation œstrogénique est suffisante. Par exemple, en période post-pubertaire, les femmes qui présentent une muqueuse vaginale pâle et fine associée à un pH vaginal supérieur à 6 présentent certainement une carence en œstrogène. Donc la couleur de la muqueuse vaginale ainsi que son pH. Aussi, la présence d'une glaire cervicale filante et extensible indique habituellement une imprégnation suffisante en œstrogène. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a une insuffisance en œstrogène. Donc là, les médecins vont devoir rechercher une hypertrophie de l'utérus, des ovaires et du clitoris par exemple. Donc tous ces examens-là peuvent être faits à la fois, certains par vous, certains vont devoir être faits par un gynécologue ou un médecin. Peu importe, l'idée en fait ici, c'est pas forcément de vous dire tout ce que vous devez faire, mais ce sont des éléments qui pour moi sont nécessaires à connaître pour mieux comprendre encore l'aménorrhée et pour mieux comprendre derrière aussi les différentes choses qui peuvent causer une aménorrhée et mieux accompagner la femme à comprendre ce qui lui arrive. Pas forcément vous de le faire, mais de comprendre, de l'amener vraiment sur le chemin. Si on fait un petit zoom sur l'aménorrhée hypothalamique. Le diagnostic d'aménorrhée fonctionnelle hypothalamique, c'est un diagnostic qui va marcher sous forme d'élimination, exclusion des autres causes anatomiques, organiques, d'aménorrhée primaire ou d'autres étiologies d'aménorrhée secondaire. Le profil hormonal en cas d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, selon l'Endocrine Society, ça comprend une LH qui est basse ou limite inférieure de la normale, une FSH qui est normale, toujours supérieure à LH, des oestradiols qui sont inférieurs à 50 picogrammes par millilitre, une progestérone inférieure à 1 nanogramme par millilitre, un bilan thyroïdien avec une TSH, une T4 légèrement basse ou à la limite inférieure, une prolactine inférieure, limite inférieure également, et testostérone limite inférieure. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quasiment toutes les hormones principales sont quasiment à la ramasse, vraiment au plus bas. Il faut aussi du coup réaliser une densité minérale osseuse qui est vraiment pour moi très importante. Elle est nécessaire si l'aménorrhée excède 6 mois ou avant 6 mois en cas de carence nutritionnelle sévère ou d'antécédents d'ostéoporose. La perte de la densité minérale osseuse est plus grave et plus probable en cas d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle par anorexie mentale et ou par une activité physique intense, car à la carence en œstrogène vont s'ajouter fréquemment des hypercorticismes, donc une hypercortisolémie, plus de cortisol, une baisse de la T3, de la T4, avec un hypercatabolisme. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps fonctionne à bloc,
le cerveau fonctionne à bloc, le stress est à bloc, pour autant les ressources sont minimum. Et donc là, ça vient puiser sur la masse osseuse. Donc c'est important effectivement de préconiser à notre cliente de réaliser une analyse de la densité minérale osseuse. Et enfin, sur le plan comportemental, sur la base de type d'activité sportive pratiquée et du temps hebdomadaire dédié, l'anamnèse peut être complétée par l'histoire nutritionnelle de la personne, la recherche du TCA, l'exploration d'un vécu psychologique par exemple, et éventuellement de conseiller un suivi psychologique en parallèle. Voilà pour la partie sur les différents diagnostics possibles. Maintenant, pour terminer la première partie de ce 3e module, je vous propose de parler de l'ovulation. Pourquoi ? Petit rappel, les raisons d'une aménorrhée peuvent être nombreuses, comme on l'a vu, mais on peut tout de même identifier 4 grands acteurs dans le cycle et donc dans potentiellement l'aménorrhée. Là, je vous remets un schéma qu'on a déjà vu lors du premier module. À savoir l'hypothalamus. C'est cette partie du cerveau qui va réguler plusieurs fonctions vitales. Donc on va retrouver ici, juste au-dessus de l'hypophyse, comme par exemple la faim, le sommeil ou encore le stress. En cas de perte de poids trop importante ou d'une activité physique intense ou déséquilibrée par rapport à nos ressources énergétiques personnelles, l'hypothalamus va lancer un signal d'alarme et va interrompre le cycle. Ensuite, deuxième acteur, l'hypophyse. Elle est peut-être de très petite taille, mais elle n'est surtout pas à négliger. Elle va permettre d'obéir aux ordres de l'hypothalamus s'il y en a. Et si elle connaît des dysfonctionnements, alors elle va être responsable par exemple d'une production trop basse en FSH, qui est la première hormone générée par l'hypophyse, la FSH. Ensuite, nous avons les ovaires. Les ovaires sont nos organes de reproduction et leur mission principale, c'est de créer et de libérer des ovules. Il arrive néanmoins qu'ils n'en produisent n'en produisent pas, ou plus, ou pas assez, et ce même avant l'âge de 40 ans, c'est ce qu'on appelle justement la ménopause précoce, qu'on a déjà vu. Le syndrome aussi des ovaires polykystiques va être également un souci assez courant dans les cas d'aménorrhée. Et cette maladie des ovaires provoque entre autres des troubles de la fécondité et de la pilosité. Donc ça, c'est des petites redites. Et enfin, nous avons l'utérus qui est lui destiné à accueillir le fœtus et il peut être aussi sujet à des anomalies comme la sténose cicatricielle du col de l'utérin ou encore des adhérences utérines qui peuvent, comme le syndrome de Sherman, qui peuvent engendrer des états d'aménorrhée. Alors, maintenant que ce rappel est fait, pourquoi l'aménorrhée et l'ovulation seraient un duo indissociable ? Au-delà des règles, au-delà du saignement, c'est l'ovulation qui doit vraiment attirer notre attention. Les menstruations arrivent lorsqu'il y a ovulation. Si pas de menstruation, pas d'ovulation. Sauf pour des raisons organiques que l'on a pu voir dans le module 2, mais qui ne présentent pas la majorité des cas, à savoir par exemple le syndrome d'Asherman. Pour rappel, il existe plusieurs types de saignements. Les saignements dits de privation, qui ont lieu lorsqu'il y a une chute en œstrogène uniquement. Ce type de saignement est généralement confondu avec les menstruations. Ils peuvent être totalement similaires aux règles, en termes de durée et d'abondance, voire un peu plus légers. Et ces saignements ont lieu quand l'endomètre a été stimulé par une montée puis une chute brutale d'œstrogène, mais qui n'a pas abouti à une ovulation. Il y a aussi des saignements de poussée œstrogénique qu'on appelle aussi les spottings. Les spottings ont lieu quand les œstrogènes montent très rapidement et assez brusquement. Donc ils peuvent être un spotting ou des saignements un peu plus abondants. Généralement, ces saignements de poussée œstrogénique se produisent 1 à 2 jours avant l'ovulation, qui montrent justement qu'on approche le pic œstrogénique qui permet l'ovulation.
Il y a les saignements de nidation ou d'implantation. Là, c'est lorsque l'œuf fécondé atteint son but et qu'il vient s'implanter dans l'endomètre. Donc là, ça montre d'une prise de grossesse. Et enfin, on a les menstruations qui sont causées par la chute des œstrogènes et de la progestérone, ce qui différencie avec le saignement de privation. Donc des deux hormones, il faut bien garder ça en tête, quand il n'y a pas eu de fécondation dans le cycle précédent. Donc on comprend donc très bien l'importance de penser ovulation lorsqu'on a pour objectif de refaire saigner, entre guillemets, sa cliente, autrement dit qu'elle retrouve un cycle. La question c'est pourquoi elle ne saigne pas, mais c'est surtout aussi pourquoi elle n'ovule pas. Alors, l'aménorrhée et l'ovulation pour suivre son cycle. Alors, accompagner l'observation du cycle de sa cliente pour sensibiliser et motiver. C'est pour moi un outil qui est indispensable et qui me semble important à intégrer très rapidement lorsqu'on accompagne une femme qui est atteinte d'aménorrhée dans le désir et la motivation profonde de retrouver un cycle naturellement. C'est de la sensibiliser à l'observation de son cycle, de son futur cycle. Alors pas forcément dans une première intention, mais assez rapidement derrière. La question qu'on peut se poser, c'est comment observer son cycle lorsqu'on n'a pas de cycle. Alors, c'est certainement la question que vous vous posez et que votre cliente va également vous poser à son tour. La réponse que j'apporte à ça, eh bien, il suffit de savoir quoi observer pour observer. La plupart des femmes que j'ai accompagnées jusqu'à ce jour, y compris moi-même auparavant, ne connaissions absolument pas notre cycle, comment il fonctionne, comment notre être pouvait fluctuer de manière cyclique, ni même les symptômes de fertilité à regarder et à suivre. Or, comment trouver une épingle dans une botte de foin si on ne prend pas le temps d'observer ? Et que signifie observer finalement ? Dans le cas du cycle, observer, c'est connaître les 4 phases d'un cycle menstruel féminin que nous avons vues avant et connaître également les fluctuations hormonales engendrées par ces phases et les fluctuations corporelles et émotionnelles. C'est exactement tout ce que je vous ai présenté lors du module numéro 1 et qui est pour moi des choses qui sont à connaître en tant que professionnel accompagnant de femmes et qui sont aussi après à retransmettre, à simplifier et à adapter à chacune de ses clientes pour leur donner aussi, leur retransmettre toutes ces informations. C'est également connaître les symptômes de fertilité et apprendre à les observer, tels que la glaire cervicale et la température basale. Alors, pourquoi c'est important pour moi ? Eh bien, premièrement, pour favoriser l'immersion de sa cliente dans son futur cycle, lui accroître sa confiance à retrouver son cycle, lui redonner des clés et des leviers d'action pour qu'elle devienne actrice de son cycle et non subir l'absence de son cycle, de son infertilité. Ça évite de trop appuyer sur ce qui ne va pas, comme un mal-être psychologique, une malformation organique ou encore une alimentation inadaptée ou un comportement alimentaire malsain. C'est très complémentaire, il faut s'en intéresser, mais ça permet au moins d'agir sur le futur, sur le positif. Et 2, eh bien c'est aussi pour lui donner des leviers de motivation, car jour après jour, elle va pouvoir identifier une évolution possible en observant une simple perte blanche dans sa culotte, par exemple. Et ça, c'est grandiose. Honnêtement, pour l'avoir vécu, c'est absolument incroyable. C'est une sensation incroyable de retrouver confiance et de booster ses mises en action, comme des cures de plantes, des gestes alimentaires ou encore des séances chez des praticiens ou thérapeutes qui peuvent paraître lourdes, mais quand on voit des petits résultats, ça change tout. Ça montre que ça bouge en elle. Alors, si on revient sur la notion d'aménorrhée, sur la notion de glaire, on peut faire vraiment un zoom sur la glaire cervicale et la température basale. Pour la glaire cervicale, j'en ai déjà parlé sur le module numéro 1, il me semble. La glaire, on va avoir différentes glaires lors de notre cycle, mais ce qui va être important à retenir, c'est qu'on va avoir une évolution de l'abondance, de la couleur et de la consistance de la glaire en fonction du cycle. À savoir qu'en phase pré-ovulatoire, cette glaire-là, elle est quasiment absente. En gros, elle est présente, mais c'est de la glaire G, donc en fait, elle est
peu abondante et elle peut même être invisible pour certaines femmes. C'est quand on passe en phase ovulatoire de forte fertilité que la glaire cervicale va devenir de plus en plus abondante, filante, voire élastique à l'approche de l'ovulation. Et du coup, la femme va pouvoir vraiment l'observer. Elle va voir cette évolution de glaire. Et là, ça montre qu'il y a vraiment une activité œstrogénique très importante. Et ensuite, après son ovulation, on va avoir un retour à la case départ, à savoir une glaire cervicale qui va disparaître. Ça va se former un bouchon, c'est ce qui empêche aussi les spermatozoïdes de rentrer. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut pour moi retranscrire à sa cliente, c'est que l'observation de cette glaire, de cette perte blanche qui est souvent considérée comme sale dans la culotte est le premier geste à faire pour voir si notre cycle, s'il y a un fonctionnement, s'il y a quelque chose qui bouge en soi. Et que dès qu'elle va commencer à ne serait-ce qu'avoir, même ici, un petit peu de glaire, parce qu'il faut savoir que les femmes qui sont atteintes d'aménorrhée, hypothalamique notamment, elles n'ont rien, elles sont sèches totalement. Donc des fois, le voir juste une petite trace blanche dans sa culotte qui devient un petit peu plus glaireuse au fur et à mesure, eh bien ça montre que ça a bougé en elle. Et enfin, il y a aussi la température. Alors c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. D'ailleurs, dites-moi si vous avez besoin que l'on fasse un zoom particulier sur vraiment la température, ou alors on en dédiera une question-réponse lors d'un prochain live où on pourra se focaliser sur la température. Mais ce que je voulais en tout cas vous dire ici, c'est que la prise de température, même si elle peut paraître un petit peu fastidieuse, en fait vient valider le profil mensuel de la femme, de sa cliente, et surtout vient valider ou invalider une ovulation. Et donc, dans le cas d'un diagnostic d'aménorrhée ovulatoire ou anovulatoire, ça peut être intéressant sans devoir passer par des dosages par exemple. Et en même temps, ça l'implique dans le suivi de son cycle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on ovule, en gros, on a une petite chute de la température, puis, une fois l'ovulation passée, la température bondit. On prend entre 0,3 à 0,5 degrés Celsius, et après, cette température reste stable en plateau thermique assez élevé jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée des menstruations. Et avant l'ovulation, le profil thermique est relativement instable, encore il oscille, mais il oscille dans une moyenne basse. Ça, c'est la phase avant ovulation. Donc généralement, effectivement, chez une femme qui n'a pas de cycle, qui n'a pas d'activité œstrogénique, elle va se situer plutôt dans cette phase-là. Mais le jour où elle va avoir des petites montées de température, des petites descentes, c'est qu'elle montre qu'il y a quand même des petites fluctuations d'œstrogène. Et puis quand elle va avoir une montée, peu importe si après ça redescend parce que il n'y a pas eu d'ovulation finalement, mais elle a vu cette montée, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Et donc visuellement, le rendu en fait de ce cyclogramme permet aussi une implication et une motivation assez intéressante chez la femme et aide surtout aussi beaucoup les praticiens comme vous, à comprendre un peu plus profondément ce qui peut se passer chez elle. Donc, si vous souhaitez que l'on en savoir un peu plus sur vraiment la symptothermie et comment la mesurer, comment mesurer sa température de manière à pouvoir aussi conseiller votre cliente derrière, n'hésitez pas à me le dire, à le mentionner peut-être dans le questionnaire de retour. Comme ça, on pourra éventuellement en dédier une petite partie lors d'un prochain live si ça vous intéresse. J'en ai terminé pour cette première partie du module numéro 3. Qui a déjà duré un petit moment, donc je vous laisse digérer tranquillement ces informations-là. N'oubliez pas de prendre le temps de bien lire tout ça, de bien prendre connaissance, de remplir le questionnaire également de feedback, et puis éventuellement n'hésitez pas à être source d'inspiration et moteur sur le format idéal pour ce type de module qui était assez aussi chiffré. Voilà, donc n'hésitez pas à vous dire demain je suis face à une cliente, est-ce que j'ai besoin de quelque chose en particulier, peut-être un support particulier qui me permettrait de m'aider à prendre des décisions et à conseiller ma cliente. Voilà.
Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle digestion des informations et je vous retrouve très prochainement dans la suite de ce module numéro 3 qui sera dédié à la relation entre le poids et l'aménorrhée. À bientôt!